Né en 1938, Paul Verhoeven découvrira le cinéma par son père et fera un peu de sa scolarité en France, ce qui approfondira ses connaissances et son désir de travailler pour le grand écran. De retour au pays, il fera un double cursus, des études de mathématiques et des études artistiques, le rationnel et la créativité comme un signe de ce qui marquera sa carrière. Entre courts-métrages, documentaires pour l'armée hollandaise et séries TV, il réalisera son premier film pour le cinéma en 1971. Verhoeven aime travailler plusieurs fois avec certaines personnes. Sur Floris, série TV façon Thierry Lafronde, il commencera une longue collaboration avec deux personnes. Gérard Sothmann, qui signera la plupart de ses scénarios pré-Hollywood, ainsi que Black Book à son retour. Mais aussi, et c'est plus connu, Rutger Hauer. Avec lui, il fera Turkish Delight, Katia Tipple, Le choix du destin, Spetters, La chair et le sang. Et à l'époque, Rutger Hauer n'est pas le seul acteur avec lequel le réalisateur aime renouveler une collaboration. Monique Van de Ven, Andrea Domburg, Joran Krabbe, René Sotendig, Tom Hoffman, Dolph De Vries et Jan de Bont qui fut un temps le chef-op de Verhoeven. À Hollywood, ce sera Sharon Stone et Michael Ironside du côté des acteurs et Edward Meyer et Joe Esteras pour les scénarios ainsi que le monteur Frank G. Uriost. Les USA commencèrent à lui faire les yeux doux après la sortie de Soldier of Orange en 1977, mais il ne fera son premier film en anglais qu'en 1985 avec La chair et le sang, avant de s'exporter en 1987 pour Robocop. Il aura fallu donc 10 ans pour qu'il se décide à travailler pour Hollywood, milieu dans lequel il dira qu'il n'a jamais eu à chercher de projet puisque tout lui a été apporté. Dans un entretien public à la Cinémathèque, Jean-François Roger l'appela le contrebandier du cinéma, terme expliquant le fait que Paul Verhoeven travaille ses films avec une double fonction, d'apparence à destination de divertissement, mais cachant en réalité des messages particuliers, suivant des thèmes précis qui lui sont chers. De son aveu, instaurer cette double fonction dans ses films n'était pas un problème tant que l'argent coulait à flot au box-office. Ce fut un peu plus difficile après l'échec de Showgirl. Et si pour lui, la différence entre travailler aux USA, aux Pays-Bas ou en France ne se différencie que par l'argent investi dans les films, ce sont les problèmes rencontrés pour utiliser ces thèmes habituels qui l'ont poussé à revenir en Europe. Ce sont sur eux que nous allons nous pencher afin d'observer quelles ont été leur importance dans sa filmographie avant que Paul Verhoeven n'arrive à Hollywood. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Nio. Hello. Voilà. C'est le PCC avec mon ami Nio, moi-même Nelson et la belle El Katou. Comment vas-tu? Comment ça va El Katou? Bah ça va très bien, toi. Et toi, notre toutou? Non, ça va, la forme. Bon. Aujourd'hui, alors c'est un numéro un peu particulier. Aujourd'hui, on va parler de Paul Verhoeven et de sa carrière pré-Hollywood. Voilà, une carrière qui s'étend du début des années 70 jusqu'au milieu des années 80. milieu des années 80, ouais. Et pour cela... Les rapports hommes-femmes sont souvent un rapport de force, posant les deux sur un pied d'égalité avec leurs propres armes. Catherine Trammell et Nomi Malone utilisent leur sexualité, sensualité, sex appeal, la première en se confrontant au personnage de Michael Douglas et son statut de policier, la seconde à chaque interaction qu'elle a. You go for it, don't you? I'm watching you be a prick. La collègue de Murphy dans Robocop est aussi dans les forces de l'ordre, une position d'autorité vis-à-vis du peuple, au même titre que Murphy. Dans Hollow Man, on sent que le protagoniste aime avoir un ascendant sur les personnages féminins, paniquant quand celle-ci lui échappe, exemple quand il ressasse le souvenir de son couple avec Elizabeth Shue, ou lorsqu'il s'octroie le droit de disposer d'elle à leur insu, mais c'est le personnage d'Elizabeth Shue qui détermine malgré tout par ses actions et paroles ce qui est acceptable ou non de sa part. Dans Starship Troopers, hommes et femmes sont tous des soldats, sans distinction de tâches vis-à-vis de leur sexe, jusqu'à partager douches et dortoirs. Sur Total Recall, néanmoins, le rapport homme-femme est d'abord basé sur la tromperie entre le personnage de Schwarzenegger et celui de Sharon Stone, ainsi qu'avec celui de Rachel Ticotin, mais seulement aux premiers abords avant de retrouver un classique équilibre amoureux. D'une manière générale, la femme est souvent un enjeu de domination et d'enjeu de pouvoir. Justement, moi ce que j'ai pu remarquer dans sa période hollandaise, qui reviendra à sa période américaine, c'est que quand tu vois l'image des hommes, que ce soit par exemple dans Business with Business, Katie Tipel, etc., il n'y en a pas un pour attraper l'autre, quoi. Ça, c'est des lâches,
soit c'est des gros péteux, soit c'est des beaufs, etc. Il y a pas vraiment qui se démarquent. Par exemple, Business is Business, on l'a tous vu. Tu pourrais penser à un moment qu'une de nos deux prostituées pourrait trouver le bonheur l'une et l'autre, mais pas, mais non, en fait, l'autre il est même pas au courant qu'elle a été prostituée, t'es perçu que c'est un gros beauf, le Bob, et l'autre qui était cultivé et raffiné, il la lâche au dernier moment parce que mais ma femme est enceinte, etc. Et la dernière fois il la retrouve dans un supermarché, c'est un pantin quoi. Ouais, voilà. C'est assez hallucinant. Et le seul personnage qui pourrait gagner à avoir un peu d'estime, c'est dans Business Business, le macro. Ouais. Le macro qui répare la télé, tout ça, etc. Mais même lui, en fait, il se révèle une espèce de gros connard du début à la fin, etc. Il n'y a rien qui le sauve, quoi. C'est assez incroyable. T'es un connard, toi. En fait, j'ai noté que en fait, c'est comme si Verhoeven il résumait tout le rapport homme-femme à un couple d'un homme avec un fort tempérament et une femme belle et attirante. Il part de ça sur plusieurs films, sur Turkish Delight, sur Le quatrième homme, sur La chair et le sang aussi, parce que entre le personnage de Jennifer Jason-Leigh et Rutger Hauer, il y a aussi tout ce qui est la période de séduction. En fait, où et de ce couple, évidemment, ce couple, il y a toute une période de séduction, en fait, où pour lui, en fait, c'est comme si ça démarrait forcément par quelque chose de très sexe, c'est avant tout l'attirance sexuelle qui a l'air de primer. Par exemple, dans sa manière de filmer, en fait, les scènes sont beaucoup plus recherchées et esthétiques quand on sent que les personnages commencent à tomber amoureux. Il y a beaucoup plus de recherche dans Turkish Delight, quand il place le miroir, en fait, quand elle est quand elle est sur le lit, qu'elle s'endort, en fait, ou les scènes de coucher de soleil avec la petite musique derrière, ou même dans La chair et le sang, avec la scène du bain, avec les bougies, c'est des moments charnières où le personnage commence à tomber amoureux. En fait, il y a aussi l'espèce de parallèle avec la mort aussi. Eros et Thanatos. En fait, dans Turkish Delight, par exemple, quand il lui annonce à elle que son père est malade, il lui enlève les fleurs de son torse, et à ce moment-là, tu as des vers qui annoncent justement la mort et tout. Dans La chair et le sang, quand le personnage de Jennifer Jason-Leigh et le jeune seigneur, donc Steven, ils s'embrassent en fait en dessous de 3 pendus, quoi. Ouais, en dessous des pendus pour la mandragore. Voilà, en dessous de 3 pendus qui sont en train d'écrépir, quoi. Et en fait, tu as aussi le couple face à l'épreuve, en fait, le couple face à la maladie. Dans Turkish Delight, justement, avec Eric et Olga. Dans Spetters, avec le personnage de Fiantieux, donc Erin. Quand il va tomber, quand il aura son accident et tout, voir sa réaction à elle et la réaction par rapport à l'autre fille, Maya. Et par contre, il y a une espèce de... c'est-à-dire qu'il y a tout ça qui, pour moi, en fait, tout ça, pour moi, ça résume le cheminement du couple. C'est-à-dire l'attraction, tout ce qui est sexuel, ensuite la phase amour, ensuite l'épreuve et la mort. Et pour moi, ça résume tout ça, tout le cheminement du couple, en fait. Et par contre, il y a juste un truc qui me tique, c'est la violence qui est admise, en fait. Dans Business is Business, en fait, la prostituée qui veut arrêter le métier, se mettre en couple, machin et tout, en fait, elle manque de se faire tuer par son amant, et sa collègue lui dit « mais va chercher une autre nana ». Comme si, c'est pas grave, du moment que c'est pas ma pote, je m'en fous qu'il y en ait une qui ait son truc, quoi. Ou dans La chair et le sang, en fait, la relation entre Martin et Agnès, donc la jeune princesse, en fait, elle commence de manière très violente, et pourtant Agnès, elle dit « ah, pourquoi pas ». Donc il y a ce truc comme quoi la violence est pas si grave dans un couple, quoi, tu vois, donc... Une espèce de légitimité, quelque sorte. Ouais. Ce que j'ai ressenti, c'est que le rapport homme-femme chez... comment il s'appelle, chez Verhoeven, c'est assez curieux, parce que ça rejoint ce que tu dis par rapport à, par exemple, Turkish Delight, où justement... au départ, c'est quelque chose ça se passe systématiquement par le sexe, mais quelque part en même temps, est-ce que c'est pas une vision, la vision des choses qu'ils avaient dans les années 70 via la libéralisation sexuelle, tu vois ? Tout à fait. Et moi, je me pose la question aussi, parce que quand tu regardes Turkish Delight, les premiers temps, rien que ça baise, et quand il rencontre Olga, donc c'est le nom de la fille, si je me souviens bien, c'est tout de suite le même délire qu'un porno de ces années-là, c'est-à-dire
en mode, comment ça s'appelle, je me fais prendre en stop et à la fin je me tape la conductrice, et des choses comme ça. Et pourtant après il arrive à dramatiser le truc par la suite. C'est quelque chose qu'on retrouve pas ensuite donc qu'on retrouve pas dans le film d'avant, donc c'est Business is Business. Mais quelque part aussi, j'ai l'impression que Business is Business, la femme elle est plus vue comme étant un service. Tu vois, il y a une espèce de traitement mercantile de la chose. Et en même temps c'est des prostituées. Voilà, oui, c'est c'est vu comme ça et c'est tout à fait logique. Mais il n'y a pas, les hommes dans ce film, c'est clairement des gros beaufs. Alors? On n'attend pas Patrick? C'est clairement des gros beaufs, c'est des mecs qui ont des thunes et qui pensent qu'ils peuvent tout s'acheter, et qui donc vont voir des prostituées pour mettre leur fantasme en exécution. Et ça deviendra une conscience de classe dans Katy Tippel, avec là vraiment les bourses d'un côté et les ouais. Oui, il y a un traitement. C'est vrai clairement bien vu. Voilà, il y a aussi un traitement de classe dans le rapport homme-femme aussi, tu vois, qu'on voit dans Business is Business, qu'on ne trouve pas dans Splaters. T'étais bien là. Ouais, non, mais je demande confirmation à chaque fois que je me gourre. Pense à Twitter, des tweets. Des sneakers. Voilà, donc c'est vrai que il y a plusieurs traitements dans sa filmographie post-Hollywood, du traitement des hommes et des femmes, mais j'ai toujours l'impression que la femme est juste là pour rendre pour faire décor, c'est un service en fait. J'arrive pas, j'ai plus l'impression de ça. Après j'ai pas vu Soldat Orange, j'ai pas vu, il m'en manquait quelques-uns aussi, mais j'ai l'impression de voir ça comme ça en fait. Il y a deux points de vue développés dans le documentaire You Don't Know Me de Jeffrey McHale. Le premier pointe le fait que Verhoeven, au cours de sa filmographie, aurait abusé de sa position pour manipuler ses actrices et projeter une image misogyne de la femme. Cependant, ce point de vue s'oppose au second, défendant dans cette même filmographie une image de femme forte, loin de la petite chose fragile à défendre. Et justement, dans un entretien à la Cinémathèque, quand on lui fait remarquer qu'il aime les femmes fortes utilisant leur sexualité pour avoir le pouvoir, celle du quatrième homme annonçant Catherine Tramell dans Basic Instinct, il rétorque « J'aime les femmes, j'ai épousé une femme forte, c'est peut-être pour ça ». C'est justement sa femme qui l'incitera à faire Robocop, alors que faire un film dans son pays d'origine devenait impossible. C'est elle aussi qui lui conseillera d'utiliser son attirance avouée pour Sharon Stone dans sa manière de la filmer. De Catherine Tramell à Daisy Flores, en passant par Nomi Malone, on y retrouve un personnage de femme de caractère assumant pleinement sa sexualité et la force de ses atouts. On retrouve ces caractéristiques chez un personnage cher à Verhoeven, la prostituée. Celle-ci est indépendante et combative, un portrait de femme que l'on cherche à utiliser ou à dompter. À l'image de Nomi dans Showgirls, quintessence du portrait de femme sulfureuse et combative, souvent cible d'instinct primaire, prête à sortir les armes au besoin, et qualifiée justement de prostituée par sa némésis. Comme on l'a précisé auparavant, dans Robocop et Starship Troopers, les femmes sont sur le terrain au même titre que les hommes. Il est d'ailleurs à noter que sur Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers et Showgirls figurent des scènes où la protagoniste féminine se bat avec un homme, par moments le personnage principal. Un petit peu en opposition, il y a ce portrait de femme assez classique cinématographiquement, avec celui de Sharon Stone dans Total Recall, qui ne tient sa puissance que par sa relation avec le personnage de Michael Ironside. D'ailleurs, le combat entre Laurie et Melina sonne comme le vieux fantasme classique des deux femmes qui se battent dans la boue pour le corps d'un homme. Le personnage de Melina contrebalance ça avec son personnage de prostituée. De son côté, Catherine Tramell offre un portrait de femme à la fois puissante de par sa force intérieure et son intelligence, mais qui peut se révéler fragile. Le portrait de femme le plus édulcoré se trouve dans Hollow Man. Il s'agit certes d'une femme assumant sa sexualité, mais sans être sulfureuse et prête à se battre uniquement si elle n'en a pas le choix. Considérant que le film est son dernier pour Hollywood, et les causes pour lesquelles il est parti, ceci explique sans doute cela. Il y a un moment où les femmes ne sont plus ces êtres attractifs et en pleine position de leurs moyens, c'est lorsqu'elles sont entre elles. À l'image des scènes de vestiaire et des conflits entre personnages, où les relations entre femmes sont alors dépeintes comme un mélange de solidarité et de guerre sournoise. On peut aisément reparler de Showgirls, que ce soit pour la relation de groupe que pour les relations principales entre Nomi et Crystal, qui constituent un point central du scénario. Par moments, la femme est aussi un outil, un vecteur. Par exemple, lorsque afin de mieux dénoncer les failles d'une société sexuellement capitaliste et misogyne, Showgirls se fait outrancier, son portrait de femme en premier lieu. Par Nomi passe la vision que l'on peut avoir sur le milieu dans lequel elle évolue, mais également lors de certains moments chocs, que ce soit pour Basic Instinct
Hollow Man ou Showgirl, les scènes de viol, ces moments où la femme est une proie, sont là pour démontrer à quel point l'autre personnage est malsain. Pour l'anecdote, la scène de Death Rape dans Basic Instinct fera accuser le film, on y revient, d'être misogyne, en lui donnant ses propres armes pour se positionner à l'égal des protagonistes masculins, mais tout en faisant d'elle une cible, la femme devient un outil révélateur de la société dans laquelle elle s'adapte pour se réaliser. Je trouve que on a déjà des femmes fortes dès le début de sa filmo, des femmes fortes, parce que les deux prostituées sont elles, Nell et puis Grit, par exemple, elles mettent en scène les trucs, etc. L'autre vient lui donner un coup de main. Katy Tippel, tu vois, elle s'en prend plein dans la gueule, Katy Tippel, mais elle reste toujours, pas candide, mais toujours souriante, optimiste, elle essaie d'avancer, tout ça. Ouais. Et ça concerne aussi la chair et le sang, parce que la chair et le sang, il y a déjà une scène où comme elle connaît pas le sexe, par exemple, elle va initier, elle va demander à sa servante de faire un truc comme ça dans le fouet, et puis après elle va commencer à violer, avec un fouet à battre sa servante, tout ça. Il y a quand même une espèce d'initiation pour qu'elle prenne en main son destin. Et même avec une scène de viol dans la chair et le sang, elle va, on sait pas si c'est simulé, mais le personnage de Martin, de Guerauer, qui est le chef des mercenaires, elle va prendre son pied, tout ça. Et il y a cette ambiguïté du coup à la fin, jusqu'à la fin du film avec le jeune seigneur. Elle hésite à rejoindre le jeune seigneur ou voir Martin. Et cette ambiguïté qui est très bien soulignée par Verhoeven. Et je pense que depuis le début, depuis Business is Business, il y a toujours des images de femmes fortes, tout ça. Même la femme du quatrième homme, il y a quelque chose d'ambigu qui plane un peu à fin de souffle, qui annoncera Basic Instinct plus tard. Et même elle, elle Katou sera peut-être d'accord avec moi, c'est une femme ambiguë, une femme forte, mystérieuse. Alors moi, en fait, j'ai distinguer plus de portraits. C'est-à-dire pour moi, en fait, quand tu regardes tous les films de Verhoeven, il a fait une palette de portraits, de diversité de personnalités par rapport à l'époque, en fait, avec les critères de l'époque. Il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, tu vois, tu parlais de la femme forte. Voilà, c'est une femme indépendante, une femme de caractère, mais avec les critères de l'époque. Donc la femme forte et indépendante, c'est une prostituée. C'est-à-dire dans les... Voilà, donc c'est un peu... voilà, c'est celle qui est capable d'avoir son business. Pour l'époque, c'est une femme, c'est une prostituée. Il y a quand même... C'est vrai qu'il faut quand même le remettre dans le contexte. Voilà. Il y a la chair et le sang aussi, et Katia Tippel, au fait, parce que les femmes, en fait, elles se remettent avec une... Enfin, elles ont des drames, quoi. Elles sont autant spoiler un peu, elles sont violées, mais t'as l'impression qu'elles se remettent... Enfin, elles sont choquées sur le moment, mais elles sont pas effondrées, voilà. Alors que d'habitude, dans les films, t'as toujours l'image de la nana qui, direct, va vouloir se laver parce qu'elle se sent sale et tout, machin. Alors que là, les nanas, elles sont super fortes et elles passent au truc suivant. En gros, elles passent à la galère suivante, quoi. Il y a un truc à remarquer, et je sais pas si vous y avez pensé, j'ai l'impression que l'amitié féminine chez Verhoeven, ça existe, par exemple avec Business is Business, mais par contre avec les autres prostituées qui se tirent dans les pattes, etc., quand l'autre elle va se marier, etc., elles sont tout de suite en train de le charrier, et même dans Katy Tippel, avec les femmes qui font du lavage, etc., il n'y en a pas une qui pourra sauver l'autre, quoi. Elles sont vraiment en train de se tirer dans les pattes, et par contre solidarité féminine. Il y a aussi, donc, pour moi c'est le premier portrait, la femme forte. Il y a la femme fragile, la femme proie. Dans Business et Business, sa collègue, c'est une femme proie, puisqu'elle se fait martyriser quand même par son mec, un petit peu quand même. Et elle a pas l'air très très douée avec les mecs, donc elle est pas douée pour le métier. Dans Turkish Delice, t'as Olga, en fait, qui est quand même une personne assez fragile. T'as dans La chair et le sang, Agnès, c'est la fragilité virginale. Enfin, en tout cas, dès les premiers instants où on nous la présente. Dans Katy Tippel, en fait, elles sont proies, c'est-à-dire que c'est ça l'histoire de Katy Tippel, c'est la femme proie, quoi. De sa sœur qui se prostitue pour un sandwich, à elle qui va se faire, abuser ou tenter d'abuser par tous ses patrons, son médecin, enfin machin. Enfin, elle est d'abord victime de sa famille, des hommes, puis de sa famille, en fait. Il y a le portrait de la femme vénale dans Spetters, avec le portrait de Fiantieu. Parce qu'elle s'attache à rien et puis elle est capable de changer d'un mec à un autre juste en fonction de ses desiderata, enfin en fonction de ce qui est mieux, quoi, pour elle. Donc Katy Tippel, en fait, justement, elle finit par être vénale par la force des choses, par le besoin, en fait. D'ailleurs, le tout dernier plan, en fait, qui est un espèce de plan un peu vampirique, montre en fait ce qu'elle est devenue au final, parce que c'est vraiment une évolution de caractère, en fait. Et t'as la femme enfant aussi. Dans Turkish Delight, elle est filmée comme telle. Elle a une personnalité enjouée d'un enfant, elle suce son pouce, elle est filmée comme telle. C'est-à-dire qu'il y a un plan où il lui donne une fessée dans le fond, et au premier plan, tu as une poupée. Katy Tippel, comme c'est la même actrice, elle garde un peu ce côté enfantin, je sais pas si t'as remarqué au début.
Et donc, et en fait, ce côté enfant accentue le rapport de domination avec le personnage d'Eric aussi. Donc Cathy Tipple, en fait, quand l'histoire commence, elle a une innocence enfantine. Et la scène des ombres chinoises, en fait, ça montre bien ce moment-là, en fait, où elle va perdre son innocence. Et on ne dit pas pourquoi, mais voilà. C'est-à-dire que les ombres en question, voilà, annoncent ce qui va se passer par la suite, en fait. Il y a la femme facile, femme facile, objet, trophée. En fait, j'ai un peu mis ça dans le tout, parce que c'est un peu la même chose. C'est dans Spectres où elle se fait tripoter facilement en rigolant avec ses potes. Dans Turkish Delight, t'as les différentes conquêtes du personnage, en fait tout le début en fait qui participe à nous tromper sur son personnage à lui. On laisse penser qu'il arrive à choper les filles en un rien de temps. Donc dans La chair et le sang, Agnès en fait qui est une récompense à avoir finalement parmi les mercenaires. Ils ont tellement l'habitude de choper des butins, donc pour eux c'est un butin de plus. Dans Cathy Tipple justement, le personnage de Rutger Hauer en fait un trophée. C'est-à-dire qu'il l'éduque, qu'il l'habille pour que ça soit à son niveau, en fait. Donc voilà. Et il y a, en dernier, l'image de la maman et la putain, donc dans La chair et le sang, dès le début sur le champ de bataille, avec la mère et le petit, et en direct après, je crois, ou avant, la putain, donc tel mercenaire qui se barre de chez la putain, et il fait hey, tu m'as pas payé. Donc ouais, il y a ce truc là qui est mis en place dans Spectres. En fait la femme libre sexuellement, donc Fiantieux, qui est voilà, avec une image très sexuelle, qui s'arrête à un moment devant l'image d'une famille avec la mère qui monte le tricot au père de famille, voilà, elle est enceinte jusqu'aux yeux, c'est le tricot de bébé, voilà, c'était ce parallèle là quoi. Et voilà, pour moi tout ça c'est un portrait de femme. Pour la femme indépendante, il le montre très bien à la fin pour Business is Business en fait. C'est-à-dire que le dernier plan avec la fenêtre qui s'éloigne, ça fait un happy end, comme si voilà, le personnage finalement elle est bien dans son indépendance quoi. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est vraiment tous les films qui participent à étaler tout un panel de portraits de femmes. Ah, moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je dirais juste que dans Turkish Delight, je trouve qu'il y a le portrait qui est fait par exemple de Olga. Je ne trouve pas que ce soit vraiment une femme enfant, parce que quand tu regardes au départ quand ils se rencontrent, elle lui oppose au début, elle lui montre bien qui c'est qui mène la danse, tu vois. Et après, bon, c'est vrai que Rutger Hauer dans le film, c'est un gros sauvage. Sauvage. Mais elle lui montre quand même les limites dès le départ, tu vois. Et moi, je trouve que... Et pour toi, c'est pas une femme enfant qui ferait ça ? Bah, j'ai pas l'impression, en fait. Je vois pas le personnage comme étant une femme enfant. C'est plus un jeu pour toi. Ouais. Je vois pas le personnage comme étant une femme enfant. C'est ça que je veux dire. Dans Spectres, après je suis d'accord avec les autres portraits. Je pense à des sneakers. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec les autres portraits que tu fais. Et j'ajouterais que, ouais, alors j'ai plus les noms malheureusement, mais la blonde justement qui tient le stand. Voilà, Le snack. Ouais, le snack, j'ai plus l'impression que c'est oui, j'ai l'impression que c'est une femme vénale et en même temps, elle a un but dans sa vie, c'est de se casser de se casser de sa condition, tu vois. Et pareil, la copine du mec qui est en fauteuil roulant, et qui, lui, elle a une fonction, comment dire, comme si elle essayait de l'adoucir quelque part. Et pourtant, on a l'impression vraiment dans le jeu que les deux sont complémentaires. Pour moi, Maya, en fait, justement, elle celle qui devient un peu plus religieuse, elle est... c'est la part peut-être idéalisée, c'est-à-dire que c'est la nana qui est assez bienveillante. Ouais, en fait, c'est la part bienveillante et il en voudra pas. Donc, c'est quelque part... voilà, ça dit aussi beaucoup, c'est là qu'on revient au rapport homme-femme aussi, c'est finalement, dans le rapport homme-femme, justement dans l'image négative de l'homme, en fait on pourrait dire, même quand on lui présente un truc positif, en fait, il
il est jamais content. Oh, sa perte. C'est ça, mais il y a... C'est vrai que moi, quand tu vois, par exemple, Rutger Hauer dans Spotters, comment, tu sais, il est avec une... J'ai toujours l'impression qu'il dit Rush Hour à chaque fois, mais ça... Non. Rutger Hauer. Tu sens que il a une... Tu sais, en fait, son image à lui dans le film, elle est idéale, c'est-à-dire c'est le vainqueur, C'est le modèle. voilà, le modèle, et la meuf qui est avec lui, en fait c'est Ken et Barbie, tu vois. Il y a une espèce d'image figée, tu vois. Là, je me dis, ouais, peut-être que le truc de la femme d'enfant, ça ira plus à cette femme-là que... Après, c'est peut-être qu'on n'a peut-être pas la même définition que la Peut-être.